Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le jeudi 9 janvier avec à la présentation ce soir de notre journal Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Au programme dans ce journal, votre invité. Jean-Christophe Prévost est représentant syndical CFE-CGC chez Valeo. La Suze en négociation au comité social et économique suite à l'annonce de la fermeture du site fin novembre. 280 salariés sont concernés par cette fermeture. Et puis dans la suite, on parlera cinéma. Deux réalisateurs sartois, Jean-Marc Allen et Gilles Cousin. L'un a fait partie du comité de sélection du festival Les 24 courts et l'autre est membre du jury de ce festival de courts-métrages qui commence le 24 janvier. On en parle avec eux. On en parle dans la suite, mais d'abord, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce journal du jeudi 9 janvier, de l'eau, beaucoup d'eau. Les rivières montent et parfois inondent routes et champs. Exemple à Souligné-sous-Ballon. L'épidémie de grippe engorge les urgences du Mans. Et puis le Dry January ou défi sans alcool de janvier expliqué aux étudiants du Mans Université. Vous l'avez peut-être constaté, le niveau des rivières est très haut en Sarthe. Le site Vigicru et la préfecture placent le département en vigilance jaune pour les crues. Certaines rivières et cours d'eau sont sortis de leur lit, comme à Fresnay, à Neuville-sur-Sarthe ou encore à Vivoin. Conséquence, des routes départementales sont fermées un peu partout sur le territoire. Ce jeudi, les équipes du Mans Métropole ont mis en place des bâtards d'eau fermant la digue du quartier Australie, c'est derrière la gare, au Mans. Le parc de l'île aux Planches en bord de Sarthe, toujours au Mans, est fermé au public en raison du niveau de l'eau qui pourrait encore monter dans la nuit. Et puis un certain nombre de terres agricoles sont aussi sous l'eau. Exemple à Souligné-sous-Ballon où des riverains ont trouvé leurs champs submergés ce jeudi matin, en cause notamment l'accumulation de sédiments dans les conduites d'eau du secteur. Le reportage d'Alexandre Ferrer et d'Elisa Cribier. C'est sous l'eau que Jean-Yves découvre ses terres agricoles. Une situation courante pour cet agriculteur en temps de crue. Pour cause, le collecteur d'eau de pluie du ruisseau Launay est bouché. On ne peut pas toucher sans avoir l'autorisation, donc c'est très compliqué. Donc on a fait, moi j'ai lancé une démarche au mois de janvier l'année dernière. Jean-Yves lance une pétition à destination de la direction départementale des territoires. L'objectif, nettoyer le collecteur et enlever les sédiments accumulés. 40 riverains ont signé cette pétition. Patrick en fait partie. On a des ruisseaux, nous on est dans un fond de vallée, automatiquement on réceptionne beaucoup, il y a beaucoup d'eau à venir dans cette fond de vallée-là. Donc nous ce qu'on demande principalement c'est qu'il soit fait un nettoyage de ces fossés collecteurs et ruisseaux, parce qu'on a un ruisseau qui est en prolongement de notre exploitation. Et on demande que ça soit nettoyé régulièrement. Ce jeudi, l'Orne saunoise est à plus de 2,50 m au-dessus de son niveau habituel. Pour drainer cet excédent, la municipalité établit un entretien annuel du système d'irrigation de la commune. On a un linéaire à environ de 20 km sur la commune de Souligné et on a mis un plan de charge d'entretien, on en fait la moitié chaque année, ce qui permet de faciliter l'écoulement de l'eau. Donc il faut à la fois entretenir, mais faire en sorte que l'eau effectivement arrive de temps en temps à déborder dans les parcelles agricoles, ce qui permet de s'infiltrer. Pour l'heure, le cours d'eau Orne saunoise est toujours en vigilance jaune. Et à noter, la préfecture de la Sarthe place aussi le département en vigilance neige-verglas à partir de vendredi 10 janvier à 4 h du matin jusqu'à 11 h midi environ. Prudence si vous prenez la route donc ce vendredi matin pour aller notamment travailler. Direction les hôpitaux, le virus de la grippe sévit fortement en Sarthe. Et les hôpitaux de la région sont en tension. Le centre hospitalier du Mans fait état d'un niveau d'activité très élevé en raison de l'épidémie précoce et intense en cours sur le territoire. Les précisions avec Anthony Piton. Aux urgences de l'hôpital du Mans, l'épidémie de grippe engendre une hausse du passage des patients. 190 en moyenne par jour la semaine dernière. Un afflux qui allonge le temps d'attente aux urgences, parfois jusqu'à 12 heures avant une consultation médicale. Beaucoup de patients ont été pris en charge pendant la période des vacances scolaires pour des complications sévères dues à la grippe. Aux urgences, la proportion de patients âgés de plus de 75 ans a augmenté de 40%. L'activité est également très élevée dans les services d'hospitalisation. Le plan hôpital en tension est activé depuis le mois de décembre. Le port du masque a à nouveau été rendu obligatoire dans les services de soins et une unité d'hospitalisation temporaire dédiée a été mise en place.
Au total, 28 lits supplémentaires ont été ouverts au CHM pour faire face à l'épidémie. L'Agence régionale de santé rappelle qu'il est essentiel de respecter les gestes barrières comme se laver fréquemment les mains et que les personnes les plus fragiles peuvent encore se faire vacciner puisque la campagne de vaccination est ouverte jusqu'au 31 janvier 2025. Malgré cette activité très élevée dans les services d'hospitalisation, l'hôpital fait savoir qu'aucune des programmations d'activité n'a été enclenchée, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Et point important, avant de se déplacer aux urgences, il est nécessaire d'avoir pris un avis médical en appelant le 15. Nous reviendrons sur le sujet avec le représentant de l'ARS, Stéphane Domingo, dans notre journal de vendredi 18h30. Allez, il est temps de rejoindre notre invité Jean-Christophe Prévost, élu négociateur CFE-CGC à Valeo-la-Suze. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Parce que vous avez passé toute la journée et les jours précédents justement en négociation en tant que représentant du personnel. Au sein du comité social et économique, le CSE. Les négociations commencent donc entre les représentants du personnel et la direction de Valeo. Le site comptait 280 salariés au 31 août dernier. À l'échelle nationale, 1200 emplois sont concernés par un plan social d'envergure. Vous le savez, on en est où aujourd'hui dans ces négociations, Jean-Christophe Prévost? Donc, les négociations pour les mesures d'accompagnement du PSE ont débuté cette semaine. Et donc, on va avoir une phase de négociation avec, je pense, à peu près 7 réunions, plus les réunions de CSE centraux, qui vont durer jusqu'au 28 mars. 28 mars, c'est la date qui est prévue pour, je dirais, la validation ou la non-validation par le CSE central, qui est basé à la Verrière, des mesures d'accompagnement, donc le livre 1 du PSE. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des illusions sur la possibilité de garder ce site? Parce que c'était l'enjeu au départ, avant l'annonce de la fermeture fin novembre. Malheureusement, aucune. Notre vocation maintenant, c'est d'arriver à négocier des mesures d'accompagnement qui permettent aux personnes de la Suze on s'occupe aussi des autres sites, mais aux personnes de la Suze notamment, d'améliorer l'employabilité des personnels, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aider à ce qu'ils puissent se reclasser. Donc on va négocier tout ce qui concerne le congé de reclassement, les mesures d'accompagnement, donc les supralégales, les mesures de formation, et ça va normalement à partir du 28 mars permettre les personnes d'essayer de trouver des solutions pour leur avenir. Parce que des solutions de reclassement à l'interne sont possibles chez Valeo. Alors oui, il y a des solutions de reclassement à l'interne possibles. Ceci dit, peu de sites dans la région. Il va y avoir probablement quelques personnes qui pourront se reclasser sur le site de Sablé-sur-Sarthe. Peut-être dans la région parisienne aussi, mais le bassin d'emploi de la Suze-sur-Sarthe est quand même peut-être un peu plus bouché. Les gens qui sont sur le site depuis 25 ou 35 ans vont avoir du mal à se repositionner sur des sites très éloignés. Donc probablement, ils auront du mal à se positionner sur les sites Valeo. L'idée, ça sera sûrement de rechercher plutôt des reclassements externes. Sauf que, comme vous le disiez, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Vous me disiez en antenne que certains n'ont jamais fait de CV de leur vie puisqu'ils travaillent chez Valeo depuis toujours et c'est bien logique. Parfois même de famille en famille. Voilà, alors comment on accompagne ces gens-là? C'est quand même un accompagnement vraiment très très important et solide qu'il faut qu'on vous propose là. Alors la direction a mis une cellule de reclassement, enfin pour l'instant une cellule d'information conseil qui va passer au fur et à mesure à la cellule de reclassement à partir du moment où le document sera signé ou pas par le CSE central. Aujourd'hui, il y a toujours cette colère quand même, j'imagine, auprès des salariés avec qui vous discutez, qui ne comprennent pas qu'on ferme un site qui fonctionne et qui fait moins de pertes que d'autres sites en Europe et dans le monde. Oui, tout à fait, parce que la Suze-sur-Sarthe, en fait, c'est un site historique de Valeo, c'est un site ancien. C'est un site qui a permis à Valeo, comme beaucoup de sites français, de s'internationaliser. C'est-à-dire qu'on a créé à la fois des produits et des procédés de fabrication standardisés qui ont permis à Valeo de créer des usines partout dans le monde. Imaginons, les produits qui sont fabriqués à la Suze ont été créés à la Suze, en grande partie. Le centre de développement et le centre de process étaient aussi à la Suze. Et donc, on avait des personnes qui allaient, par exemple, en République tchèque pour monter une usine, en Chine,
au Mexique à San Luis Potosí, etc. Donc c'est ces personnes-là qui ont permis à Valeo d'avoir une empreinte mondiale finalement sur l'industrie automobile. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on leur dit vous ne servez plus à rien. Vous êtes dans une zone qui est la France, qui est une zone qui est trop chère au niveau de la population. Qui se désindustrialise en partie. Qui se désindustrialise puisque l'automobile a beaucoup baissé en France. La production est passée de 3,6 à 1,6 million en une vingtaine d'années. Ce qui fait qu'on vous dit, Valeo, la Suze, vous êtes loin de tout, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux, et à la fin, au revoir. On parle d'un groupe de 110 000 personnes à l'échelle internationale, Valeo, tout de même. Plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Pour finir, le planning des prochaines semaines, l'usine, vous me disiez, doit s'arrêter entre, on va dire, la mi-mai et septembre, c'est ça ? Probablement entre la semaine 20 et la semaine 40. Au fur et à mesure, il y aura un premier jet de licenciement probablement. Enfin, si évidemment le CSE valide, la direction du travail valide le PSE, ça pourrait démarrer aux alentours de fin mai, début juin, jusqu'à octobre. Après, tout peut être fluctuant en fonction des problématiques de validation ou d'arrêt de production. Ce que vous demandez, la première chose que vous demandez aujourd'hui au groupe, c'est un suivi. Un très bon suivi et vraiment des aides au niveau du suivi du PSE qui permettent de dire que Valeo est un vrai groupe international. C'est-à-dire que si c'est pour donner 3 francs 6 sous et ne même pas permettre aux gens de se repositionner sur d'autres postes, c'est pas possible. Merci mille fois d'être venu nous parler de cette situation qui touche une grande partie des Sarthois aujourd'hui. Jean-Christophe Prévost, je rappelle que vous êtes élu négociateur CFE-CGC pour Valeo la Suze. Merci beaucoup. Sans transition, Laure, est-ce que vous connaissez le Dry January ? Absolument, autrement appelé janvier sobre ou le défi de janvier. C'est un challenge personnel qui vise à ne pas consommer d'alcool pendant un mois, juste après la soirée du Nouvel An. Au Mans Université, une dégustation de cocktails sans alcool était organisée ce mercredi au restaurant universitaire Vaurouzé pour justement inviter les étudiants à s'interroger sur leur consommation d'alcool, un sujet qui concerne particulièrement notre région, comme l'a constaté Colin Ancel. Le verre est offert. Rassurez-vous, on ne parle pas d'alcool. À l'université du Mans, on questionne les étudiants sur leur consommation et c'est un cocktail à base de jus de fruits qui leur est servi. Il est franchement pas mal, il n'est pas trop sucré, il a un bon goût. On sensibilise donc les étudiants à la réduction de la consommation d'alcool. Parce qu'on sait bien, les étudiants ils consomment souvent en soirée, alors pas que. Mais l'idée c'est de prendre conscience de sa consommation en règle générale et puis de la diminuer ou l'arrêter pendant un mois complet. Surtout que la région Pays de la Loire est la première en termes d'alcoolisation ponctuelle importante, ou API, et 3e de la consommation d'alcool quotidienne. Ces mauvaises habitudes commencent par les soirées étudiantes. Il y a des étudiants qui finissent complètement mal et je trouve ça dommage. Et le pire, c'est que quand on leur pose la question de pourquoi ils boivent, il y en a qui ne savent même pas trop répondre pourquoi. Enfin, c'est surtout un effet de mode et de groupe. C'est plus pourquoi tu bois pas, c'est parce que t'aimes pas ou allez va boire plutôt. Enfin, des fois ça pousse à consommer aussi. Mais je trouve que de plus en plus justement les gens comprennent qu'on peut ne pas boire d'alcool. Les mentalités changent. Aux rues, des professionnels de centres de soins et de la prévention distillent leurs conseils, évoquent des alternatives et échangent avec les étudiants. On n'est pas là pour dire il n'y a qu'à faucon, mais plutôt dire échangeons, réduisons les risques et comprenons ce qui se joue. Je trouve que les jeunes sont concernés, ils sont intéressés par le sujet, ils ne fuient pas la discussion. D'autres ateliers de sensibilisation sur le Dry January auront lieu la semaine prochaine au restaurant universitaire Bartholdi et à Laval. Travaux maintenant, c'est parti pour la démolition des halles. Pendant 2 mois, une pelle équipée de crocs à béton va détruire complètement cet édifice construit dans les années 80 et déserté depuis pas mal d'années, il faut bien le dire. De l'eau est projetée pour éviter la dispersion de la poussière. Après cette destruction spectaculaire, commencera le chantier de la tour originale qui prévoit 9 étages, 1 bar et 48 logements. Fin des travaux prévus en 2026. Sport maintenant, Adam Oudjani, première recrue hivernale du Mans FC. Vous noterez que je l'ai dit moi-même. Bravo, Adam Oudjani, je sais le dire aussi, c'est pas si compliqué. Le club sang et or annonce la signature du milieu offensif de 23 ans. Né et formé à Lens, le futur numéro 29 Manceau évoluait en National 3 à l'US Vimy dans le Pas-de-Calais.
Le club le décrit comme un joueur créateur intéressant dans la dernière passe, un profil que recherchait le Mans FC. Les Sartois reprennent le championnat ce vendredi sur la pelouse de Rouen. Et toujours en sport, on termine avec les inscriptions pour les 24 heures vélo qui sont déjà bouclées. Ouvertes ce jeudi à 11 h, tous les dossards étaient déjà attribués avant 14 h pour cette 16e édition de l'événement. Preuve de son succès, évidemment. Cela représente 635 équipes et 3100 participants qui rouleront sur le circuit Bugatti les 23 et 24 août prochains. C'est la fin de ce journal. Laure, on vous retrouve dans quelques instants pour parler du festival 24 cours, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo ici sur LMTV Sarthe. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calme. À l'image de cet après-midi, on profitera d'un ciel globalement bien dégagé. Alors, côté température, celle-ci évolue entre 4 et 6 degrés, comptez 4 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté de Mamers, 5 degrés au Mans. Même chose pour la Flèche, comptez 6 degrés du côté de Vendôme ou encore pour Pont-Valin ainsi que pour Laval. Pour la journée de vendredi, au lever du jour, malheureusement, il faudra composer avec l'arrivée d'une autre perturbation qui va amener de nombreux nuages, de la pluie. Attention, très localement, ces précipitations pourraient même se transformer en quelques flocons de neige, donc soyez très prudents si vous deviez prendre les routes au petit matin. Côté température, celle-ci évolue entre 1 et 2 degrés, seront les températures minimales. Très localement, des températures proches des 0, voire même des températures négatives, avec 1 degré au Mans, ou encore pour Laval. Même chose du côté de Sille-Guillaume, 2 degrés à Mamers, comptez 3 degrés du côté de Tours. Pour la suite de votre journée, des températures qui auront beaucoup de mal à grimper, puisque le mercure devrait évoluer entre 3 et 5 degrés. Par contre, c'est vrai que côté ciel, il n'y a pas vraiment de changement avec toujours ces nombreux nuages et ces averses qu'on va retrouver tout au long de l'après-midi. Alors pour votre tendance, notamment pour la journée de samedi, un week-end qui mine de rien va commencer plutôt bien, avec un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, un temps plutôt calme, froid, c'est vrai, regardez les températures entre 5 et 7 degrés, malgré tout des températures plutôt de saison, avant une baisse des températures pour la journée de dimanche, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Bienvenue dans Au quotidien, la suite. En ce jeudi 9 janvier, on commence avec la qualité de l'air. Vendredi, les vents soutenus vont favoriser une bonne dispersion des polluants. L'ozone est le principal responsable d'un indice moyen et non pas bon pour vendredi. L'info en plus, c'est le Mans Métropole qui vous la donne. Dans un communiqué, on apprend que les émissions sont largement sous les seuils qui imposent l'instauration d'une ZFE ou zone à faible émission. Les mesures en 2024 établissent une moyenne annuelle de 8,54 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube. Cela fait 3 années successives que nous avoisinons ces taux et sachez qu'il faut être en dessous de 10 microgrammes pour ne pas devoir entrer dans un système de ZFE qui limite, vous le savez sans doute, la circulation des véhicules thermiques. Selon le maire-président Stéphane Le Foll, le choix de développer les transports en commun en ville y est sûrement pour quelque chose. Voilà, on passe à toute autre chose. Un festival qu'on adore sur LMTV. 22e édition déjà des 24 cours à Mulsanne, Le Mans, Bouloire. C'est du 24 janvier au 2 février. Avec moi sur ce plateau, Jean-Marc Allen, membre du comité de sélection des courts-métrages, réalisateur, monteur également, et Gilles Cousin, membre du jury du festival. Cette année, vous avez été, je ne sais pas, sélectionné, nommé, vous allez nous dire, Jean-Marc. Alors d'abord, c'est un des rares festivals qui met en avant le court-métrage uniquement pendant quelques jours. Pourquoi continuer à mettre en valeur le court ? Je trouve que c'est vraiment indispensable. C'est une école du cinéma, le court-métrage. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore des courts-métrages dans les salles de cinéma. C'est vrai. Et à grand regret, moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'en voit plus. Hein. Donc, heureusement qu'il y a des festivals pour honorer les réalisateurs qui se lancent dans des courts-métrages. C'est une formidable école pour certains qui, un jour, veulent en faire leur métier. Gilles pourra en parler. Commencé avec du court. Bien sûr, avec des courts-métrages. Et même Jean-Marc aussi. En pellicule, au cinéma, bien sûr.
à l'époque. À l'époque. Et c'est vrai que c'est une véritable école, un tremplin. Et on voit des chefs-d'œuvre, franchement, on voit des chefs-d'œuvre. Alors justement, vous en avez visionné, alors pas tout seul, hein, vous êtes plusieurs membres du comité de sélection, vous en avez visionné combien pour sélectionner les 4 dates? Ça fait quoi? Plus d'une centaine de courts-métrages en tout? Plus que ça. Exactement 1431. Visionné. Ouais. Et sélectionné. Pour en retenir une soixantaine. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était plus d'une centaine parce que j'avais l'impression que la liste était longue. Mais bon, oui, effectivement. Ouais. Déjà, c'est pas mal, 60. Hein. À combien de personnes vous avez visionné tout ça Alors, on est plusieurs groupes parce qu'il y en a le groupe des tout courts et on a le groupe des autres courts-métrages. Et en tout, on est combien? On est 16, 17 personnes en tout, à peu près. Et alors, Gilles, vous allez avoir la lourde tâche avec d'autres membres du jury, évidemment, de donner les lauréats. Ça va être quoi, les critères, concrètement? Le coup de cœur, c'est ça aussi? C'est l'émotion? Pour avoir participé à quelques jurys de festivals, moi, personnellement, c'est souvent, oui, le coup de cœur, lorsque le film me laisse pantois. Oui, tout simplement. Lorsque je suis ému, il n'y a pas que la technique qui compte pour moi. Je pense que c'est vraiment un ensemble. C'est l'histoire, c'est la technique, c'est le cinéma, en fait. Voilà, faut qu'on m'emmène. Et si on m'emmène, quelle que soit la durée, du moment qu'on m'emmène, ça me va. Et d'ailleurs, un cours, ça commence à partir de combien de secondes et ça finit à combien de minutes? Ça peut être 3 secondes. Ouais. Et je crois que le maximum pour un cours, c'est 59 minutes. Hein. Bon, mais ça fait déjà long, ça fait un documentaire, ça, déjà. Hein. 59 minutes, je pense que c'est même moins que ça, je pense, le court-métrage. Il me semblait qu'à un moment donné, c'était la limite... Peut-être que oui, il y a une limite, effectivement. Maximum, en tout cas, ils sont beaucoup plus courts dans le festival, lors des 4 dates. On a beaucoup quand même, entre 20 et 30 minutes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je cite quand même le jury, parce qu'on le connaît depuis peu. La présidente, c'est Alexia Barlier, une... comédienne, actrice bien connue, Séverine Papin, chef coiffeuse, maquilleuse sartoise, qu'on connaît également, Guillaume Leville, scénariste-réalisateur, Jérôme Pouli, acteur sociétaire de la Comédie Française, et il est avec nous, Gilles Cousin, réalisateur sartois, notamment de Roger le Braconnier. On ne vous présente plus, en fait, en Sarthe, Gilles. Vous êtes partout. Oui, je suis un peu... ça fait longtemps que je suis là, on va mettre ça sur le compte du temps. Non, mais des professionnels, une sélection éclectique de professionnels qui connaissent les métiers du cinéma. Ça, c'est vachement important aussi. Bien sûr, ouais. Ça donne une belle image, je trouve, une belle opportunité justement au festival de se faire connaître aussi, quoi. 4 dates à retenir. Ciné d'ici à Mulsanne, vendredi 24 janvier, à partir de 20h. Une sélection de films hors compétition ayant un lien avec le département de la Sarthe. C'est une bonne idée. La projection de chaque film est suivie d'un échange avec le public. Donc, je l'ai dit, ça commence à 20h. C'est gratuit, il faut s'inscrire par contre. C'est dans la limite des places disponibles. C'est au cinéma de Mulsanne. Donc ça, c'est très simple. Deuxième rendez-vous, 24, tout court, vendredi 31 janvier à 20h au Cinéaste au Mans. Pourquoi tout court? C'est vraiment très très court. C'est moins de 5 minutes. Ok. Voilà, c'est vraiment la catégorie tout court. Alors, il y a 2 séries de films et là, c'est en compétition. Oui, tout à fait. C'est la particularité. Donc là, il n'y a pas forcément d'échange avec la salle à l'issue des projections. Si, ça peut, Ça peut. Si. D'ailleurs, on finit la soirée souvent, on collationne ensemble et donc c'est le moment de partager avec les réalisateurs. Ouais, c'est très très bien. Donc 22h30, le palmarès. Ça commence à 20h et 22h30, vous donnez le palmarès. Voilà. Troisième rendez-vous, 24 cours à Bouloir, samedi 1er février, au théâtre Épidore, de 16h à 22h30. Il y a une rencontre avec Alexia Barlier, je disais, c'est la présidente du jury, qui est comédienne également ce jour-là. Et puis le quatrième rendez-vous, c'est 24 cours à Arnage, le dimanche 2 février. Séance à l'éolienne, évidemment, le dimanche, de 10h à 18h. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Il y a beaucoup de choses prévues ce jour-là. On peut même déjeuner avec l'équipe, si on veut. Tout à fait, exactement. C'est vraiment une grosse journée. Ouais. Vraiment, mais c'est la dernière, toujours avec dimanche. Un programme magnifique. Et donc, on ne voit pas le temps passer. Ouais. Donc, toute la journée, on visionne des courts-métrages toute une journée. Ouais. Et puis, on voit souvent les mêmes personnes qui viennent parce que, bon, ils sont persuadés que c'est... Voilà, qu'ils vont passer une très bonne journée, ils savent qu'ils vont avoir une super programmation. Donc on a toujours du monde. Ça nous est même arrivé de refuser du monde. Ah oui. C'est un petit peu embêtant, mais ça peut arriver. Toujours la même manière de réserver un mail, festival24cours au pluriel @gmail.com. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez appris des choses, vous deux qui êtes réalisateurs, en visionnant ces courts-métrages au fil des années? On apprend tout le temps. Est-ce que est-ce que les saisons, j'allais dire, les éditions se suivent et ne se ressemblent pas, en fait?
Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Moi, oui, on apprend surtout à découvrir des nouveaux talents. Ouais. Et surtout à avoir des nouveaux regards. Parce que le cinéma, la vidéo, tout ça, ça évolue. Ça grandit avec son temps, avec son époque. Et souvent, on s'aperçoit que les courts-métrages sont plus en avance que les longs-métrages. C'est vrai ? Oui, puis c'est un peu comme le cinéma commercial, il y a toujours un film qui va vous marquer quelque part. Moi, j'ai comme ça en mémoire des films qui vont vraiment marquer, des éditions extraordinaires où d'un seul coup, il y a un film qui ressort du lot, quoi. Des pépites et peut-être de futurs grands réalisateurs. Et ça révèle non seulement des réalisateurs, mais aussi parfois des jeunes comédiens ou des comédiens en devenir. Évidemment, évidemment. Merci mille fois en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter ce festival. Je signale que jeudi prochain, dans Culturel, jeudi prochain, Claude Saucereau, qui est le président des 24 cours et qui est un petit peu la cheville ouvrière aussi, comme vous tous d'ailleurs, de ce festival, sera chez Chloé Bergera dans Culturel pour en parler plus longuement. Évidemment, là, on n'a pas le temps d'aborder la soixantaine de courts-métrages que vous allez proposer au public. C'est du 24 janvier au 2 février et vous avez un site internet 24cours.com où tout est très bien détaillé. Allez-y. N'hésitez pas. Merci. On joue un autre événement en ce mois de janvier, les 18 et 19 janvier. Vous pouvez gagner 2 entrées pour le Geek Life Festival dont le succès ne se dément pas au fil des années. Pour cela, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en indiquant votre nom, votre lieu de résidence et un numéro de téléphone pour vous appeler si vous êtes tiré au sort. Cette année, des invités exceptionnels comme Hélène Rollès, Jackie du Club Dorothée ou encore le youtubeur Le Bouzeux. Mais tout de suite, eh bien justement, c'est Culturel avec Chloé Bergera, c'est jeudi. Et devinez qui elle reçoit, Jean-Christophe K. Du Geek Life Festival. Bien sûr, elle parlera d'autres événements culturels. Nous, on se retrouve pour une nouvelle tranche d'actu en direct ce vendredi à 18h30. Salut!